L'année dernière sortait le dernier film en date de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, un des meilleurs du réalisateur selon moi, qui mettait en avant le sujet du colonialisme blanc américain et leur violence envers le peuple osage, majoritairement tué de sang-froid. Le sujet du colonialisme commence un peu à mûrir dans le pays, mais dans le cinéma français, ça reste un sujet peu abordé et assez rare, et pourtant il est au cœur de la politique depuis de nombreuses années. Il fut maintes fois censuré durant la période de la guerre d'Algérie et les quelques années qui ont suivi, et c'est encore aujourd'hui des problématiques qui sont timides dans le paysage culturel. De plus, la plupart des cinéastes ayant traité le sujet avaient souvent tendance à mettre en scène au travers de leur regard français plutôt que celui du colonisé. Si on oublie le grand cinéaste René Vauthier, peu d'entre eux se sont réellement attaqués au sujet en mettant en scène les premières victimes de ces violences. Récemment, deux films ont traité le sujet de façon différente, avec des objectifs différents dans la mise en scène, mais avec des similitudes formelles pour livrer un message commun. J'ai envie de vous parler de ces deux films car le sujet est suffisamment rare pour ne pas s'y attarder un petit peu. Les deux films en question sont Dahomey, un documentaire réalisé par Mati Diop, cinéaste franco-sénégalaise, et Ni chaîne ni maître, le premier long métrage de fiction de Simon Moutaïrou, scénariste et cinéaste franco-béninois. Deux films sortis récemment qui choisissent de revenir sur une période historique du colonialisme français. Je vais vous les présenter un par un et vous expliquer pourquoi je les trouve intéressants avant de revenir précisément sur ce qui les lie d'une manière générale dans la façon d'aborder le sujet. Dahomey se déroule en 2021. Cette année-là, 26 œuvres béninoises, des trésors royaux volés par les colons français au XVIIIe siècle, sont rapatriés dans leur pays d'origine, le Bénin. De ce postulat, la réalisatrice va apporter une dimension spirituelle à son film par le biais des œuvres, plus précisément celles sous forme de statues représentant des rois ou des symboles royaux qui, par une voix off très métallique, se demandent quand elles reverront le jour après ces années passées dans le noir total. La puissante symbolique de la parole de ces statues résonne, dans la façon dont, impuissantes, elles se sont fait dérober. Mais ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'il va amener le spectateur à réfléchir à la démarche de restitution. Genre d'accord, 26 œuvres sont restituées, mais est-ce que c'est une si bonne nouvelle que ça ? Et comment là-bas prennent-ils le rapatriement de ces trésors? Quand celle-ci arrive sur le sol béninois, une fête est lancée. Ça chante, ça danse, les gens saluent le retour des statues. Mais ensuite, une drôle d'ambiance se dessine. Dans un décor froid et un musée à l'architecture et à la peinture très européenne, très occidentale, des travailleurs entretiennent l'inauguration du musée, parfois dans des conditions douteuses, pendant que l'état des œuvres est diagnostiqué par un spécialiste. Et d'ailleurs, elles sont pour la plupart assez abîmées. Une fois les statues de nouveau enfermées et le musée terminé, on déroule le tapis rouge aux grands représentants du pays. Ils ne sont pas présentés, on ne sait pas qui sont ces gens, mais ils sont bien habillés, ils sont propres sur eux, et ils sont accueillis comme des politiciens. Suite à cela, une conférence a lieu au sein d'une fac du pays pour discuter de ce que cet événement signifie aux yeux des gens. Et là, le docu prend encore une autre tournure intéressante, car ils ne sont pas d'accord entre eux. L'onirisme du début du film laisse place à des discours plus concrets, plus politique sur ses œuvres. En fait, il y a un parallèle intéressant que fait la réalisatrice sur la façon de représenter la lutte des classes par le prisme colonial. C'est-à-dire que ce sont des intellectuels qui débattent entre eux et sont écoutés par les travailleurs, les travailleuses, les chauffeurs, les chauffeuses, et ce sont eux qui écoutent attentivement celles et ceux parlant bien et s'écoutant parfois un peu parler. De la même manière, elle marque cette lutte avec les travailleurs invisibilisés qui travaillent dangereusement et ne semblent pas forcément autorisés à aller voir les œuvres pendant les heures de travail. À la suite de ça, ils sont effacés pour laisser place aux politiciens du pays venus dire des banalités au micro. Tout ça montre un peu les dégâts du colonialisme de par les codes français adoptés, nous allons y revenir, mais aussi de l'universalité de la lutte des classes qui pourrait très bien être retranscrite dans un autre pays où prolétaires et bourgeois s'opposent dans la façon d'être représentés. Pendant ces longs débats filmés au sein de cette université, Dahomey pose son regard sur le béninois moyen, en grande précarité, qui découvre le principe d'une œuvre à contempler et qui est censé représenter une partie de son histoire. L'un des plus beaux moments du film est sans doute ce passage où, un par un, la caméra filme les regards curieux qui observent, se demandent à quoi ça peut servir, qui sont fascinés ou même émus, que ce soit un homme âgé ou un enfant. Le documentaire pose des questions sur le principe muséal, à savoir un concept qui a surtout été développé dans les pays colons par le biais aussi de pillages passés. Mais au fond, quel est l'intérêt d'aller se déplacer pour voir des sculptures d'un autre temps ? L'un des débatteurs pose cette question. Ok, c'est cool, mais ça change quoi politiquement pour les conditions des Béninois? Récupérer ces œuvres change-t-il finalement quoi que ce soit à la colonisation? Une autre étudiante explique que non, que le colonialisme est là comme un poison né dans leur gène. Ils parlent français, établissent des monuments à l'architecture assez française, présentent les œuvres comme dans un musée français. Un autre dit que ce sont 26 œuvres sur des milliers d'œuvres volées,
que c'est un faux cadeau symbole de pure hypocrisie. D'autres disent que les sculptures ont une symbolique importante, à savoir retrouver l'identité perdue de l'âme des peuples. Dahomey passe son temps à questionner sur l'intérêt du rapatriement de ses œuvres, sur la place que l'art occupe dans un pays qui fut pillé et colonisé. Ces questions politiques vont se refléter dans la sagesse des voix des statues, qui elles aussi se demandent quelle est la différence entre être enfermé en France ou au Bénin. Quel est le but de tout ça? L'histoire de l'art permet-elle de mieux comprendre l'appartenance à un peuple? Que doivent faire ces statues au nom de quoi exactement? L'onirisme reprend alors le dessus. Ce côté spirituel englobe tous les plans, toutes les situations filmées, notamment par cette nuit qui conclut le film, où les gens dansent, boivent, discutent, et où la statue se demande encore si elle va pouvoir retrouver de ce qu'elle a connu il y a 150 ans, dans l'esprit des habitants. Le spirituel permet d'unir toute une pensée regroupant un pays qui pourtant se dispute quant aux choix politiques à faire et fait face aussi à cette lutte où certains cherchent un sens à tout ça. C'est vraiment très beau et ça permet vraiment de questionner les conséquences du colonialisme et de relativiser ce qui semble être un pas en avant, la restitution, alors que ce n'est finalement qu'une goutte dans un océan déjà rempli et qui a déjà bien souffert et changé des suites de système colonial. J'aime beaucoup le fait qu'on soit vraiment avec eux et que le documentaire choisisse de s'échapper pour réellement capter un point de vue qui questionne. Passons à Ni chaîne ni maître, un film de fiction cette fois et premier long métrage du réalisateur qui avait auparavant surtout été scénariste pour quelques autres films comme Boîte Noire par exemple. Le film se déroule en 1759 sur l'île Maurice. Cette île vit naître le commerce des esclaves en provenance de Madagascar par les Néerlandais en 1641 avant d'être abandonnée en 1710 puis récupérée en 1715 au nom du roi de France, raison pour laquelle l'île prend alors le nom d'Île-de-France à l'époque. Une fois le commerce des esclaves introduit, il continua sous l'empire colonial français, et les esclaves tentant de fuir étaient victimes de ce qu'on appelait le marronnage, qui consistait à chasser et tuer ou torturer les esclaves en fuite sur l'île. On est donc vraiment sur un sujet qui touche en plein cœur la terrible histoire coloniale française. Le film nous introduit alors Massamba, esclave ayant la confiance de son maître Eugène. Les situations vont amener Massamba à fuir pour retrouver sa fille Mati, disparue quelques jours auparavant. Eugène contacte alors la chasseuse, Madame la Victoire, une femme catholique et croyante, qui trouve dans sa foi la preuve de l'inégalité entre elle et les Noirs. J'aime un peu moins le film car je le trouve parfois très convenu dans sa mise en scène, le cadre est peu inspirant, le montage parfois un peu charcuté, mais ce qui est intéressant dans le film, malgré ses défauts, c'est de ne pas en avoir fait une aventure héroïque, mais bien une sorte de destin funeste, assez sombre, ce qui accentue les conséquences du colonialisme sur les premières victimes de cet enfer. Mais surtout, il y a aussi une dimension spirituelle et onirique qui, certes, éloigne le film d'un certain matérialisme historique, mais qui n'en reste pas moins intéressant car justement en écho avec ce que transmet aussi Dahomey par l'au-delà. Une divinité fait son apparition dans le film. J'ai malheureusement oublié son nom initial, mais un autre peuple cité l'appelle Mamiwata, une déesse immiscée dans le cœur et l'esprit de celles et ceux qui prient pour elle. Et ça m'a fait tiquer car lors de mon tournage au Togo, les villageois dansaient et chantaient souvent au nom de Mamiwata, et le court-métrage a d'ailleurs aussi une dimension spirituelle où cette même divinité est citée. Et par le prisme spirituel de cette déesse qui semble guider Massamba et Mati, le réalisateur joue finalement la question du destin funeste. Il n'y a rien à faire dans ce film car ils sont malheureusement déjà morts, prisonniers du système dans lequel ils sont. Il n'y a pas besoin de plus pour souligner la cruauté dont ils sont victimes. Et c'est ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il se permet un éloignement d'une forme narrative très standard pour accentuer ce cauchemar. La dimension spirituelle s'étend aussi sur cette Madame la Victoire, personnage étrange qui semble elle aussi condamnée à mourir de par sa situation et sa cruauté, et son aveuglement face à son racisme qu'elle justifie par sa croyance, et son passé où elle fut victime elle-même de violence. C'est un peu survolé car ce n'est pas vraiment le sujet du film, mais ça permet aussi d'alimenter cette spiritualité qui permet les pires horreurs. Ça en fait un film qui est parfois un peu fragile politiquement, mais puissant dans la symbolique qu'il représente de cette histoire, que notre pays a encore du mal à assumer. Du coup, même si ces deux films sont très différents dans leur construction, la spiritualité est quelque chose qu'on retrouve en commun. Elle permet d'évoquer un sens à l'existence de l'art volé dans Dahomey, une dignité humaine perdue face à la violence française dans Ni chaîne ni maître, puis retrouvée par la suite, ce qui permet de hisser les personnages hors de leurs conditions le temps d'un plan, le temps d'une conclusion, où cette fois ce sont les Français qui sont impuissants. Mais tout en arborant l'onirisme dans leurs films, ils restent très distincts dans leur singularité. Ni chaîne ni maître reste une fiction un peu calibrée, parfois maladroite malgré quelques fulgurances. Dahomey est un documentaire qui n'a donc pas du tout les mêmes codes de réalisation. Mais cet onirisme commun apporte une autre similitude aux deux films,
Ils s'articulent tous les deux sur un devoir de mémoire. Une mémoire qui fut pillée, effacée dans Dahomey, et une période historique évitée, ignorée dans Ni chaîne ni maître. Ce devoir de mémoire permet de rendre hommage et de questionner sur ce passé violent, de faire face à ses conséquences. Et cette mémoire, elle est perpétuée par ces divinités, ces êtres surhumains qui traversent le temps pour essayer justement de ne pas oublier, de laisser une trace quelque part. C'est un concept utilisé de façon très concrète dans Dahomey, ce qui permet, comme je le disais, de réellement se demander matériellement comment faire là-bas pour que le pays sorte de la précarité et de cette domination coloniale, mais aussi de retrouver son histoire pour de nouveau en prendre possession. C'est utilisé de façon plus religieuse dans Ni chaîne ni maître par le prisme d'une divinité qui regroupe toutes les ethnies opprimées, victimes du commerce d'esclaves. Je trouve ces films assez intéressants, ça permet d'élargir la question en la recentrant autour des concernés qui voient encore les conséquences de ce colonialisme et de cet impérialisme toujours existant. Ce n'est pas qu'une affaire de passé, c'est encore très actuel. On n'est pas sur un point de vue paternaliste et raciste de la bien-pensance bourgeoise dans les appartements parisiens, ni dans une volonté d'esthétiser la violence pour la rendre divertissante ou dramatiquement mielleuse. Le fait que les cinéastes y accordent un réel intérêt, ça offre des dimensions esthétiques intéressantes qui questionnent réellement le spectateur sur l'histoire, et en particulier celle de la France souvent trop cachée qui fut très cruelle. Mais ça permet aussi de montrer que ce n'est pas que du passé, que les conséquences de tout ça sont encore visibles aujourd'hui et que ça continue sous des formes différentes. Rappelons qu'il y a à peine 60 ans, René Vauthier se voyait censurer son Afrique 50, un documentaire qui relatait l'esclavage moderne dont profitaient les industriels pour construire leurs infrastructures dans certains pays d'Afrique. Les deux films sont bien plus soft dans leur construction, dans le sens où ils questionnent, ils rendent hommage, par le prisme de l'art, de la divinité, sans arriver sur une dénonciation crue comme ont pu le faire Yves Boisset ou René Vauthier pour ne citer qu'eux, dont je vous conseille la filmographie. Ça sera déjà sûrement le sujet d'une prochaine vidéo, et j'espère que celle-ci vous aura intéressé et vous aura donné envie de vous intéresser au film. En tout cas, c'est la fin de celle-ci, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!